Maintenant, c'est à toi. Tu conclus en beauté en tant qu'organisateur. C'est le principe. Bah oui. C'est montrer que là, il y a l'état de l'art, là, ça c'est ce que font les gens. Hein. Et puis il y a mieux. Il y a ce qu'on a réussi à faire là. Donc il y a le présent et il y a le futur. Et le futur est devant vous. Et vraiment devant vous, parce que vous avez là aussi les doctorants qui ont travaillé sur le programme de recherche, qui ont fait l'essentiel des codes. Et vous avez aussi l'économiste, enfin, l'autre laboratoire. Donc il y a tous les représentants de plusieurs laboratoires qui ont travaillé là-dedans. Le futur avec Robert, qui se met à travailler plus sur des aspects intelligence artificielle et simulation de panache. Et voilà. On a travaillé aussi à l'époque avec, pour tester les produits opérationnels. Vous avez compris, on est plus en météorologie. En fait, ce qu'on a essayé de faire à peu près en même temps, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais quand même toutefois bien financé par l'Europe et par la France au travers de l'ANR. On a pu... excusez-moi. Au travers de l'ANR, on a suivi tous, parce que c'était un peu la thématique globale, l'idée de fabriquer une chaîne de prévision comme ils ont pu le faire aussi de leur côté. Mais en fait, c'est parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est parce que les ordinateurs le permettent quelque part. Comme maintenant, les ordinateurs permettent de faire de l'apprentissage avec des très grands volumes de données, donc on peut le faire. Et comme maintenant, on peut faire des simulations couplées, on peut le faire. Alors, ceux qui... Voilà. Donc voilà. Donc c'est un ensemble de personnes qui ont pu travailler sur le programme, des étudiants, et moi je tiens, et Florence aussi, qui pour tous les aspects météo a toujours regardé toutes les sorties qu'on a pu faire, que Romaric remplace dans le sud-est maintenant, et qui nous a aidés tout au long du projet parce qu'elle nous donnait cette analyse. Et aussi les personnes qui sont là au 4e rang, qui nous ont aidés, et sur chacun des feux, ils m'ont donné la chance d'être sapeur-pompier expert, un peu au moins dans le 2B, pour pouvoir justement participer aux opérations parfois, pour faire une forme de guidage de météo, comportement du feu, et avec ce type de simulation. Donc merci à tous. Voilà. Alors si on regarde d'un point de vue numérique, l'objectif, c'est pour aller du modèle à la prévision. On a un modèle qui est accordé, c'est le modèle de Balbi ou d'autres. Et donc c'est pour avoir une vitesse de propagation. Et après, à partir de ça, on fait tout le reste, vu qu'on prend la météo de Météo France. La vitesse de propagation, il y a des données qu'il faut générer en tout point, parce qu'il faut bien qu'on ait la température, la charge de combustible, etc. Donc ça, il faut qu'on l'ait en tout point. Et puis il y a des données que le modèle doit calculer lui-même, qui sont les caractéristiques de la flamme pour pouvoir connaître la vitesse et tout. Mais ça va être la hauteur, l'angle de flamme, mais suivant les modèles, d'autres choses. Donc ça, c'est ce que le modèle doit calculer en tout point aussi et à tout moment. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on a fait, du calcul numérique de ces trucs rouges-là, pour avoir ça au bout. Et ça, on a dû aussi se poser la question de comment on allait les récupérer partout, et à tout moment. Et c'est des problèmes qui sont durs parce que réels. Donc on a des grosses... on a une répartition des dangers sur le territoire qui est assez inhomogène. Et il nous faut des méthodes de calcul efficaces, mais il faut aussi qu'on ait des méthodes de calcul qui soient pragmatiques. Parce qu'à un moment donné, si on se met dans l'objectif de vraiment fournir le service et que ça soit disponible, il faut qu'on soit... On ne peut pas partir dans des délires physiques trop puissants, parce que de toute façon, on n'aura ni ça, et on ne sera pas capable de calculer ça. Donc, on ne peut pas généraliser et faire partout tout le temps. Alors, c'est pour fabriquer cette chaîne de prévision que nous a aidé l'ANR. Et donc, on a été en laboratoire avec le CERFAX CCI, le CNRM, INRIA et le laboratoire d'aérologie pour des aspects fumés. Donc, qu'est-ce que c'est ?
pour vous donner une idée de la résolution de calcul, le fuel moisture content, l'humidité du combustible, on le fait à peu près à cette résolution. Donc ça, c'est même des travaux sur lesquels a pu travailler Ronan aussi pour automatiser la chose, qui est là, il fait partie des gens qui ont travaillé là-dessus. Ce qui nous donne l'état initial de l'atmosphère, et ça, on l'a fabriqué à travers un run de Meso-NH. Vous savez ce que c'est, de toute façon, vu que je sais qu'on a beaucoup échangé, au moins sur ces aspects. Mais aussi, on a essayé d'imaginer une timeline, c'est-à-dire une boucle où on va avoir 42 heures de forecast. Pourquoi 42 heures? Ça se branche sur Arrow, mais on a essayé d'imaginer comment délivrer des résultats et les modalités d'usage d'un tel système d'opération. Donc on reçoit, en gros, on fait ces runs à haute résolution, on le lance à 2 heures du matin, ça arrive à 11 heures, et on fabrique des cartes de danger quotidiens, donc les dangers pour les prochaines 48 heures à très haute résolution, on va voir après. Et en cas d'incendie, si jamais on a une latitude, longitude et une heure, on est en capacité de lancer un point d'allumage et d'avoir immédiatement, comme l'a montré Adam tout à l'heure sur son aspect, mais nous, c'est un Firecast, affiché. Excusez-moi. C'est ça. Donc une fois que le run a tourné, on a aussi une interface web qui permet d'obtenir donc l'interface web là, qui permet d'obtenir des diagrammes comme ça, qui sont les données station simulées, et aussi une vidéo qui ne marche pas, qui marche là alors, bon, c'est pas grave, une vidéo simulée, pour lesquels on peut au moins... Voilà. Ça, c'est pour avoir le rayonnement, le rayonnement au endroit qu'on a cliqué, qui est post-processé par rapport aux données simulées tous les jours sur cette zone-là. Donc, on clique ici, ça génère en 10 minutes cela, et les vidéos que vous connaissez, qui sont à peu près celles-ci. Donc ça, c'est les vidéos automatiques qui vont sortir sur une zone spécifique, pour lequel, évidemment, comme ce n'est pas des plots toutes les heures, on se retrouve avec une sortie toutes les 10 minutes. Donc on ne peut pas afficher ça sous forme d'image, donc on est obligé de faire une forme d'animation. Pour fournir une quantité importante de données, on n'avait pas les serveurs, donc on a utilisé ceux de YouTube. Et ça nous permet d'avoir l'idée un peu de la situation météo, mais aussi d'appréhender à travers ces choses-là la complexité de la chose. Je ne sais pas si dans le sud vous le regardiez, ce genre de choses-là parfois, j'en envoyais à certains, ça devait dépendre des opérateurs, mais non, vous n'avez pas connu ça, vous avez connu dans le nord. Jamais utilisé? Non? Sur le sud, il a demandé quelques fois et tu as pu nous fournir. Oui, voilà. Donc on regarde pour des cas spécifiques en particulier. Voilà, ça permet de comprendre. On se souvient, celui-là, il est assez facilement compréhensible, c'est pour ça que je le montre à chaque fois. Mais ça, c'est un incendie qu'il y avait dans le Féo en 2018. Et si on regardait trop précisément, la situation, ça donnait du vent de nord. Mais en fait, techniquement, c'était plus complexe que ça. Sans avoir une vue un peu précise, même de la dynamique de la chose, on ne pouvait pas vraiment comprendre que en fait, c'était une ligne de convergence entre un vent qui passait d'un côté et de l'autre de massif, et que donc c'était parfois du nord, mais parfois du sud, et parce que cette ligne, elle se baladait là-dedans. Mais c'est bête, mais d'avoir cette dynamique-là en micrométéorologie très très locale, ça permet d'appréhender aussi parfois quand le phénomène est complexe. C'est sûr que quand c'est à plat ou dans un vallon qui a 200 km/h de vent laminaire, là, on n'a pas vraiment besoin de cette micrométéorologie, mais voilà. Parce qu'on peut s'en douter, mais pour appréhender des situations un peu complexes, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait donc on fait ces Firecasts, et en cas d'alerte, on peut lancer déjà en première intention les simulations non couplées, et finalement aussi fabriquer un scénario de lutte bientôt à partir de ces simulations non couplées, parce qu'on peut, voilà, des simulations d'ensemble qui ne vont pas donner
donc c'est ce qu'a présenté le travail de Frédéric, qui ne vont pas donner le contour déterministe, mais les probabilités que le feu se soit propagé à tel endroit dans 3 heures, donc qui prend en compte l'incertitude de départ sur l'humidité de la végétation, mais aussi tous les paramètres météorologiques. Donc c'est une densité de probabilité. Et par la suite, une fois le couplage activé, alors il peut être un couplage d'un simplement feu vers l'atmosphère, à minima, au moins l'impact des fumées. Donc ça c'est un traceur de fumée qu'on peut relier ensuite au PM2,5, PM10 si jamais on a des facteurs d'émission. Et l'impact au sol de la zone où ça dépasse un certain valeur seuil, j'ai oublié pour les PM2,5, mais c'est le seuil où on ressent l'effet de la fumée. Ça, c'était sur l'incendie de Bigoulia, par exemple. Donc ça peut être, c'est lancé, ça met 1 heure à tourner à 200 mètres de résolution, au moins sur le supercalculateur qu'on avait. Voilà. Pour les cas de référence, une fois qu'on a établi une simulation de référence, ce qu'on peut lancer, c'est les simulations couplées, où on voit... Donc ça, c'est l'incendie de 4, donc de 2009, ce qui permet d'appréhender toute la complexité, non seulement du feu, mais aussi du feu atmosphère. Là, elle est assez intéressante, parce que c'était une situation qui était très turbulente. On peut se dire, vu la vitesse de vent, que c'était dominé par le vent, mais en fait, on voit que dans le vallon, derrière, donc au niveau de la Scoubitch, dans ce vallon-là, finalement, il y avait assez peu de vent, ou en tout cas, dans cette turbulence globale qui était plutôt faible, ou parfois avoir des rafales, c'est ce petit morceau de flamme qui, éventuellement, prenait le dessus. Et on peut avoir aussi le fait que le front de flamme touchant une zone très très ventée va aussi se mettre à être effondré. Alors je ne sais pas si c'est le genre de choses qui arrive, quand ça arrive d'un seul coup dans un vent très très laminaire, qui est tellement fort que la tête est soufflée, surtout quand ça arrive en crête, après c'est... Mais en tout cas, ça peut donner une idée, et puis ça peut donner aussi une idée quand on va voir les maires, pour leur donner le côté dramatique de la chose, pour éveiller au moins, et puis après on réanalyse. Voilà. C'est-à-dire, on peut la lancer quand on veut, c'est ça? Non. Non, nous, notre rôle, c'est de montrer qu'on serait en capacité de le faire. Voilà, donc les simulations couplées, on peut la faire parce que la simulation couplée, qu'est-ce qui se fait ce truc? En fait, pour des incendies de cette taille-là, de la taille des incendies californiens, elle a beaucoup de sens. Après, on discutera à la suite, pour des incendies, une fois qu'ils ont démarré, ne serait-ce que déjà insérer les flux de chaleur du feu, même simulés comme ça, dans l'atmosphère. Voilà. Vous avez tellement d'actions sur l'incendie au début, pas quand vous luttez contre la tête de feu, mais si on simule des couplages feu-atmosphère, autant le feu, il va passer une route, alors que vous l'avez bloqué sur la route. Finalement, le premier facteur, dans votre attaque des feux naissants, vous êtes tellement rapide et tellement efficace que le facteur qui va le plus influencer la direction de propagation, c'est les hommes sur place, très généralement. Et en tout cas, sur tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a comme information statistique. C'est pour ça qu'on a des feux assez étroits. Et c'est ça. Donc ça c'est pas une information qu'on peut modéliser et qu'on peut simuler, ça, votre action. Donc c'est... Du moment... On peut même faire autre chose. Il faut faire des mises à jour assez régulières pour laquelle on met les derniers contours et puis on fait une projection, mais des projections à 3 heures, pas des projections à 3 jours. Voilà, c'est surtout ça. Deuxième aspect, donc ça c'était l'aspect dynamique, voilà. Un autre aspect qu'on a travaillé avec Frédéric, donc c'est un aspect couplage qui est développé voilà, avec Aurélien au CNRM. L'aspect dynamique quotidienne, le danger, comme à cause de la granularité du territoire, on a essayé de voir ça. Vous avez eu le type d'approche en instant, donc il lançait des milliers de simulations pour faire le quotidien. On a émulé ce type de simulation avec un réseau de neurones, montré qu'on convergeait vers un résultat qui avait assez peu d'erreurs finalement, ou qui était acceptable, ou qui a été accepté par nos pairs, du moins.
On peut dire ça, c'est vu que c'est publié. Mais néanmoins, ça nous en permet de ne pas en faire des milliers, mais en faire des milliards. Donc, grâce à ça, on peut comme on a des sorties toutes les 10 minutes à 600 mètres de résolution, eh bien, on peut simuler tous les incendies potentiels toutes les 10 minutes à même 80 mètres de résolution ou 600 mètres quand on est probabiliste. Ce qui fabrique des cartes de ce style. Donc, on a... Voilà. Ici, vous voyez le danger calculé avec... donc ça, c'est des classes de feu. C'est combien, si le feu part maintenant, cela peut brûler au bout d'une heure. J'ai changé de système de slide et c'est pas bon du tout. Hein. Je vais revenir vers la tech. Hein. Et donc voilà. Donc ça, c'est l'IEP qui a été présenté précédemment. Et ça, c'est le genre de granularité qu'on peut avoir avec Deepfire. Et donc c'est bien parce que l'IEP, c'est quand même un indice qui a été, qui est un indice qui a été fabriqué par des experts, pour lequel l'indice que Frédéric a fabriqué avec nous, c'est un indice qui est purement issu du traitement avec des modèles physiques, des modèles mathématiques, mais il n'y a pas de connaissances a priori, il n'y a pas de... Voilà. Et malgré tout, on arrive à retomber sur certaines tendances en gagnant en localisation. Vous vous souvenez de cet incendie très étrange de Calenzane en 2017 qui a brûlé c'est ça, si en utilisant Deepfire, la situation apparaît comme un point rouge assez rapidement, mais assez localisé, parce que c'était un effet de feu très très local, un phénomène très très local, et c'est la concomitance d'un phénomène très très local parfois, si on a une humidité qui tombe en dessous de 5%, et effectivement, voilà, ça peut avoir des parts de feu. L'IEP étant un indice météo, n'a pas, et encore, ici on l'a recalculé à notre même résolution de 600 mètres, on ne peut pas prendre en compte, comme l'a fait Deepfire, les routes et la topographie et surtout la distribution de végétation qui est prise à l'intérieur. Donc ça, c'est des tests qu'on a pu faire. Voilà. Enfin, dernière chose sur laquelle on a travaillé, c'est sur les enjeux avec Antoine et le LISA et Florian qui nous a permis, pour chacune de ces tailles d'incendie, de regarder l'impact économique de la chose, essayer de mettre un coût pour répondre aussi à une question. Je peux peut-être te laisser en parler si tu veux, mais même en te levant et en expliquant globalement que... acceptable, une sorte de paramètre d'échelle, par exemple, c'est qu'un certain pourcentage de la valeur serait probablement détruit par l'incendie. Mais l'enjeu, ça a été plutôt d'essayer de s'intéresser à la manière dont le probable dommage lié à un incendie pouvait évoluer au fil du temps quand on augmentait la durée des incendies, avec sans surprise, évidemment, un coût marginal, un dommage marginal qui augmente avec la durée de vie. Non seulement évidemment parce que la taille du feu augmente, ça c'est trivial, mais également d'après les quelques résultats qu'on a eus notamment sur ces feux-là, parce que les feux partent souvent de zones qui ne sont pas les plus sensibles, donc le fait de le contenir rapidement permet non seulement d'éviter que le feu explose, mais également empêche souvent les flammes d'approcher des zones qui sont plus sensibles. Voilà, en 1 minute 30. Et dans ce cas des dégâts, vous avez pris en compte aussi les dégâts ou estimé aussi des dégâts liés au paysage, environnement, etc. ou seulement au bien matériel? Simplement, c'est inclus de façon
peu implicite dans la valeur patrimoniale, par exemple, des projets détruits, etc. Encore une fois, sur les cas simulés, ça prend tellement de temps dans un cas réel d'observer quelle a été la conséquence réelle du feu que dans des cas simulés, dans lesquels on simule des milliers de feux différents, on reste sur des approches qui sont censées intégrer ça, mais qui restent grossières. Oui, parce que la base, ça vient du rapport Vogel, hein, qui demande une métrique. C'est la 4e recommandation d'une certaine manière. Enfin, après, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais quand même, au moins, elle a été documentée, il y a une recherche bibliographique dessus, et il y a quelque chose qui a été fabriqué. C'est une collaboration, en plus, on est assez fiers, c'est une collaboration entre le laboratoire LISA donc il y a Sciences Humaines et le laboratoire SPE, et c'est une collaboration qui a plutôt bien fonctionné. Enfin, on est tous très, très contents d'avoir marché, puis il y a un papier, enfin voilà. Donc c'est sympa. Voilà. Et Jean-Baptiste, c'est sous quelle forme? C'est une thèse ou c'est quelque chose Non, c'est un papier. Pareil, nous on a montré que qu'on était en capacité de pouvoir le calculer, et en plus dans un temps raisonnable. Après, c'est pas notre métier, hein, de le mettre en pratique. Après, ça nous amuse, et c'est ensuite, si vous voyez des choses intéressantes, eh ben, essayez de l'utiliser, faites remonter des besoins, j'en sais rien, mais voilà. Ouais. Ah oui, ces outils économiques, oui. Alors, en l'occurrence, on n'est pas sur un risque de propagation. Comme on est en capacité maintenant, qu'on a les puissances de calcul nécessaires pour calculer vraiment tous les feux potentiels, on a une taille et les choses qui... Voilà. Merci. Enfin, juste pour conclure, donc on est content, on a fait plein d'articles de presse. Je sais que grâce à vous, on a pu tester tous ces prototypes préopérationnels pendant les campagnes, surtout 2017, mais un peu 2019, mais sur le terrain. Je sais que, voilà. Au moins, je sais, pour certaines situations, là, ça a été assez pratique. À Guizogne, enfin, ça a apporté un plus, en tout cas, et c'est bien. Et on a fait aussi un dépôt qui montre, qui est, voilà. Donc le code de propagation, il est plus servi à l'Université de Corse, il est dans OpenDFCI maintenant, grâce à Doumet aussi, et à l'équipe du pont. Donc ce code-là, lui, il est utilisable, opérationnel pour tous les services incendie. On voit que même, d'ailleurs, c'est... Non, je ne fais pas de démo, là, mais là, c'est pas moi qui ai lancé des feux, hein, c'est les autres. Voilà. Donc on peut être fier, on a un code incendie Corse qui est développé ici, qui a été déployé et qui est utilisé par tous les départements du sud-est. Alors, il n'y a pas la météo dedans, hein. C'est juste pour avoir des contours de feu potentiels, mais c'est une alternative au cône de propagation, mais qui prend en compte l'état WEG, quelque part. Mais donc, c'est ça. Et donc, on veut, nous, ce qu'on essaye de prendre en compte, ça va être les sautes de feu là-dedans. Enfin, il faut qu'on change de schéma, de modèle numérique pour réinventer un peu la façon dont on le prend en compte, vu que c'est à cause des feux d'hiver qui sont tellement turbulents, parce que c'est souvent des feux de déferlant et dans lesquels c'est des situations différentes. La formulation R égale, je ne sais pas si elle a encore du sens. Parce que finalement, c'est des propagations par saute avec une propagation en sous-bois. Enfin, il faut qu'on réinvente la chose. Le côté atmosphère ne va pas changer grand-chose. La façon dans laquelle on imagine la chose, si on se branche vraiment sur quelque chose qui soit un peu utile, il faut peut-être le voir différemment. Donc ce thématique est quand même financé. Déjà avec Roberta, qui travaille sur un ANR qui est plus sur les panaches industriels. Si vous voulez voir un incendie industriel en 3D, vous pouvez le mettre dans le casque. On a fait des choses qui marchent bien et c'est très bien. Et on rentre avec François dans ce même programme européen
pour lequel il faut qu'on définisse encore tout ce qu'on va pouvoir peut-être faire. Mais qui va être globalement continuer un petit peu dans cette veine, essayer de pouvoir en lancer partout pourtant, mais en Europe. Voilà. Et ce même logiciel-là, après avoir être entré dans OpenDFCI, il est maintenant disponible aussi dans Synapse, qui est celui du ministère de l'Intérieur. Donc c'est un peu le code officiel de l'état-major, du coup, et du COGIC. A priori, quand ça remonte à ce niveau-là, c'est ça. Je ne sais pas si ça veut dire qu'ils vont l'utiliser, mais en tout cas, c'est ça. Synapse, vous l'utilisez ou non? C'est la sécurité civile, Synapse, c'est ça? Synapse, c'est les services de l'État qui utilisent Synapse. Voilà. Les SDIS, on n'a pas l'UAG. Non, donc le SDIS, vous avez OpenDFCI et la sécurité civile à Synapse, mais dans les deux, c'est le même code de propagation incendie et il est développé chez nous. Voilà. Donc c'était pas mal, du coup. Alors pour finir, voilà, je vais vous montrer un peu. Est-ce que ça marche? Une autre chose qu'on peut faire avec des simulations atmosphériques, plutôt que de faire on a branché, si le son marche, donc avec les champs sorties MESO-NH, donc c'est des sorties assez fréquentes. L'endroit où regarde la caméra, on a relié, donc on a relié de manière automatique l'arrangement de la musique, où les nuages. Pourquoi c'est... Le vent, c'est la ligne de solo. La basse, c'est la température. Donc il y a toujours une ligne de basse parce que la température ne peut pas être inexistante. Donc le niveau d'intensité de chacun des pistes d'arrangement change toutes les 3 heures en fonction de l'endroit où regarde la caméra et qui correspond à la situation météorologique. On voit Pascal Paoli Corté. Donc là, c'est la nuit. Évidemment, il fait un peu plus froid. Mais il y a toujours du vent, d'où la ligne de solo. Mais très peu de nuages, donc là on arrive en Balagne, il y a du vent, donc la ligne de solo elle augmente. Donc en tout cas c'est aussi le genre de choses qu'on l'a fait pour un projet artistique avec Florian aussi et mes 2 enfants pendant le Pixel Weekend où il fallait fabriquer une animation auto-générée par un ordinateur voilà, en utilisant ces données. Mais les données qui sortent de ce type de modèle, il y a tellement de champs différents et il faut réussir à sortir, on peut sortir à peu près n'importe quel type d'information. Donc si vous êtes passionné, il y a 3 mois de Firecast, ils sont sortis de manière automatique tous les jours pendant... voilà, de Funkcast. Écoutez, c'est tout. Merci, c'est la fin de la prochaine.